Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Europe District à Skopje. Skopje, capitale de ce pays qui voudrait à toute force se faire appeler Macédoine mais qui n'y parvient pas en raison d'un veto de la Grèce. La Grèce qui considère en effet la Macédoine comme une de ses régions géographiques historiques. Alors nous vous parlerons bien sûr de cette querelle juridique internationale qui 20 ans après l'indépendance du pays bloque son accession à l'Union européenne. Candidat depuis 2005, il ne parvient pas à obtenir une date d'ouverture des négociations d'adhésion à Bruxelles. À travers nos reportages, nous vous présenterons le cas du projet Skopje 2014, projet très coûteux de rénovation architecturale de la capitale, utilisé à des fins nationalistes par la classe politique. Nous goûterons aussi à la cuisine macédonienne, réputée la plus savoureuse des Balkans, qui nous est présentée par un cordon bleu local. Mais tout de suite, parlons de la crise du recensement. L'Union européenne exige des pays des Balkans qu'ils dénombrent très précisément leurs habitants. Et ici, l'opération s'est brutalement interrompue à la mi-octobre. En effet, la majorité macédonienne et la minorité albanaise s'accusaient mutuellement de gonfler les chiffres. Le reportage de notre envoyé spécial, Alix Le Bourdon. Un à un, ils ramènent la pile de fiches de recensement qui leur avaient été confiées. Je viens rendre tous les documents, ceux qui ont été remplis et les autres. Tous les recenseurs sont appelés à la mairie de leur quartier. Ils n'auront travaillé que 10 jours. Nous comparons le nombre de fiches remises au début du recensement au nombre de fiches rapportées. On établit également le nombre de foyers qui ont été recensés. Ces données seront ensuite envoyées à l'Office des statistiques, mais elles n'ont aucune valeur. Commencé dans la polémique, le recensement n'est pas allé à son terme. Le pays avait décidé d'appliquer les critères d'Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, et donc de ne pas comptabiliser les personnes installées à l'étranger depuis plus d'1 an. Mais certains recenseurs d'origine albanaise auraient passé outre cette règle. Je ne vois pas comment on aurait pu utiliser de faux papiers, comment on aurait pu frauder. Mais j'ai entendu dire que quelqu'un a essayé de faire recenser une personne décédée. Des irrégularités inacceptables pour les membres de la Commission nationale du recensement. Le même jour, ils ont décidé de tous démissionner en bloc. L'ancienne présidente vient ranger son bureau avant de reprendre son métier d'avocat. Pour moi, ce fut une grande expérience. Mais elle me laisse aussi un goût amer, car je n'ai pas participé au processus de rédaction de la loi. Et certains problèmes qui sont apparus, notamment après le début du recensement, étaient injustes. D'après le recensement de 2002, les citoyens d'origine macédonienne représentaient plus de 64% de la population, ceux d'origine albanaise plus de 25%. Depuis les accords d'Ohrid qui ont permis d'éviter une guerre civile entre les deux communautés il y a 10 ans, ces statistiques définissent leur représentation dans le système politique. Inconsciemment, nous essayons tous de garantir nos droits à travers des pourcentages. Les Macédoniens essayent de nous faire descendre en dessous des 20%. Et nous luttons pour demeurer à plus de 20%. Un seuil en dessous duquel la population d'origine albanaise ne veut surtout pas tomber, car ce chiffre régit également l'accession des membres des minorités aux emplois publics. Puisque c'est de ce chiffre que dépendent nos droits, les Albanais y sont très attachés. Nous pensons que les recensements organisés jusqu'alors ne reflétaient pas la réalité. Citoyens d'origine macédonienne et albanaise se renvoient la balle. Ce couple de retraités qui fait partie des Macédoniens qui ont été recensés regrette l'annulation de l'opération. Il est important de savoir combien il y a de Macédoniens, d'Albanais, de Turcs. Mais il semble que ceux qui ne parviennent pas à atteindre le pourcentage qu'ils désirent aient provoqué des irrégularités pour faire en sorte que le recensement soit suspendu. Une allusion à peine voilée à la communauté albanaise qui, dans ce quartier de Skopje, se réjouit plutôt de la suspension du recensement. Car pour être assurés de ne pas voir leur pourcentage baisser, beaucoup ici aimeraient voir recenser les personnes habitant à l'étranger, comme cet homme dont certains neveux et petits-enfants vivent en Suisse depuis 10 ans. Tous les membres de ma famille devraient être recensés. Ils n'en ont recensé que 5. C'est une honte.
Comme dans d'autres pays balkaniques abritant de fortes minorités, l'exercice du recensement s'avère éminemment périlleux. Seule une paix des braves entre Macédoniens pourrait permettre sa reprise. Après ce reportage sur l'impossible recensement, nous sommes en compagnie du ministre des Affaires étrangères macédonien, Nikola Popovski. Bonjour. Alors, 10 ans après les accords d'Ohrid, d'une quasi-guerre civile, est-ce que vous avez l'impression que le feu couve avec cette minorité albanaise? Le recensement est un petit peu plus qu'un exercice mathématique. En fin de compte, ce que nous voulons déterminer, c'est le nombre de citoyens qui résident en Macédoine en permanence. La Macédoine est traditionnellement un pays qui a un diaspora considérable à l'extérieur, mais ce sont des gens qui doivent être recensés dans les pays où ils résident. Mais sur le terrain, ça n'a pas été reflété. Et donc nous avons considéré qu'il est beaucoup plus intelligent de ne pas poursuivre un exercice qui nous donnera des nombres non significatifs, alors que ça aura des implications budgétaires assez considérables. Lors du dernier recensement en 2002, la minorité albanaise représentait 25% de la population, un chiffre stratégique pour elle, pour bien être représentée dans les institutions. Nous avons un certain nombre de droits qui sont définis à la minorité, qui représentent plus de 20% de l'ensemble de la population. Donc il y a un climat d'incertitude qui couvre un petit peu cet exercice de recensement. Dans un sens, quelles sont les conséquences si ce pourcentage n'est pas confirmé? Ça veut dire que si on arrive à un chiffre inférieur, et quelles sont les conséquences si on arrive à un chiffre supérieur? Je pense que nous devons nous focaliser maintenant sur la qualité du recensement et non pas à la dimension politique, puisque nous avons fait un énorme effort de recrutement de l'ensemble des communautés non majoritaires, y compris de la communauté albanaise, au sein du secteur public. Candidat officiel depuis 2005, votre pays pourrait ne pas obtenir pour la 3e année consécutive, à l'issue d'un rapport pourtant positif de la Commission européenne, de date d'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que c'est la Grèce qui vous bloque? Malgré cette recommandation et malgré tous les efforts qui ont été fournis dans les années passées, nous n'arrivons pas à aboutir au début des négociations à cause de la décision grecque de bloquer ce processus. Et là, la Grèce a vraiment un rôle beaucoup plus constructif à jouer en tant que pays, le plus ancien pays membre de l'Union européenne dans notre région. Nous avons fait vraiment une série de concessions lors de 20 dernières années afin de vraiment dépasser ce genre de barrières psychologiques. Je ne pense pas que vous arriviez à trouver quelqu'un qui vous confirmera aujourd'hui que la République de Macédoine représente une menace par rapport à la Grèce. Nous allons voir dans le prochain reportage, le projet Skopje 2014 utilise des symboles de l'identité de la Grèce antique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de produire une surenchère nationaliste à des fins électorales? Je ne vois rien de nationaliste dans le fait que nous avons vraiment eu besoin de revitaliser un petit peu la capitale macédonienne. Je suis né ici en 1977. Cette ville était une ville dominée par la grisaille industrielle avec rien de représentatif. Aujourd'hui, elle est une capitale d'un pays indépendant, européen, qui voit son avenir au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est ça, Skopje 2014. Il n'y a aucune raison de politiser ou de dériver des conclusions sur le plan politique à partir du fait que nous avons vraiment besoin de reconstruire un noyau d'une capitale macédonienne. Nikola Popovski, merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie de l'invitation. Ce cavalier est-il le guerrier à cheval, comme le prétendent les autorités de Skopje, ou bien plutôt Alexandre le Grand, comme s'en indignent leurs voisins grecs, qui accusent le gouvernement de susciter le nationalisme à travers de très grands projets accaparant les symboles de la Macédoine qui pour la Grèce est une de ses régions. Alors cette statue est au cœur du dispositif Skopje 2014 de rénovation architecturale de la capitale. Ce projet Skopje 2014 très coûteux fait polémique à la fois sur son aspect historique et économique. On regarde pourquoi. Les combattants sont prêts à l'assaut, les lions rugissent, le cheval trépigne. Si ce n'est pas Alexandre le Grand, ça y ressemble beaucoup. En ce jour ensoleillé, beaucoup sont venus admirer la nouveauté,
Mais quand elle traverse la place, Katerina, elle, préfère ne pas trop s'attarder. Ce monument ne va pas du tout avec le reste du centre-ville. C'est un mélange de styles. Nous avons beaucoup d'artistes qui auraient pu faire beaucoup mieux. Du haut de ses 22 mètres, le guerrier à cheval, c'est son nom officiel, fait beaucoup parler de lui. Et pas seulement pour des raisons esthétiques, le monument exalte le passé antique du pays. De passage à Skopje pour affaires, ce grec n'apprécie guère la symbolique. Alexandre est grec, il pense qu'il est l'un des leurs. Donc pour nous, c'est un problème. Une statue qui réveille une polémique ancienne, la Grèce refusant au pays jusqu'à son nom. C'est donc avec beaucoup de délectation que ce Macédonien observe son nouveau monument. Dans l'histoire mondiale, il n'y a pas de cas de conflit équivalent à celui qui oppose la Grèce à la Macédoine. Aucun pays ne nie à un autre son identité. Maintenant, avec cette statue, le monde va pouvoir voir qui nous sommes. Ce monument fait partie d'un grand projet d'urbanisme baptisé Skopje 2014. Partout dans la ville, des statues, de nouvelles constructions et même un arc de triomphe. Les Albanais, la plus grande minorité du pays, se sont exclus. Voir ce projet monoethnique, monoculturel et monoreligieux a été quelque chose de tout à fait inacceptable pour la communauté albanaise. Particulièrement parce que ce projet a été financé par le budget de l'État, auquel les Albanais contribuent à hauteur d'un tiers au bas mot. La vidéo du projet a été révélée par les autorités début 2010. Monuments en bronze, obélisques, fontaines, dômes, on y découvre un mélange d'architecture classique et baroque. Quand je vois ce projet, j'ai le sentiment que dans les Balkans, les armes se sont tues, mais que la guerre continue à travers les monuments. Le projet pose aussi des problèmes d'urbanisme. Cet architecte a vu Skopje évoluer depuis la fin de l'ère communiste, et quand il se promène sur les rives du Vardar, il a du mal à reconnaître sa ville. Les fonctions de ces bâtiments sont incompatibles entre elles. Par exemple, ce bâtiment qui est entre guillemets le joyau de la couronne va rassembler le musée d'archéologie, la cour constitutionnelle et certains départements de différents ministères. Autre sujet de polémique, le manque de transparence du gouvernement sur le projet, d'où l'idée d'une ONG d'organiser un débat diffusé sur Internet. On nous a dit que ça allait coûter 80 millions d'euros, mais ça n'est pas fini. Et déjà, on est à 250 millions d'euros. Un coût financé entièrement par le budget de l'État. Même s'il admet que ces dépenses ont été faites en pleine crise financière, cet économiste y voit toutefois un avantage à court terme. La construction de tous ces bâtiments qui nous entourent ont entraîné la mobilisation d'une très grande partie du secteur du bâtiment en Macédoine. Et on sait que ce secteur est moteur de croissance économique dans un pays. Mais bon, je suis d'accord, il faut encore faire des efforts en ce qui concerne les infrastructures, autoroutes, chemins de fer, gazoducs. La construction de bâtiments apporte certes un dynamisme au secteur, mais la ville attend la livraison d'autres statues qui arrivent telles de l'étranger, prêtes à être érigées. Mélange de saveurs ottomanes et de goûts d'Europe de l'Est, la cuisine macédonienne est particulièrement appréciée à travers tous les Balkans. Mais quel est le secret de sa réussite? Eh bien, nous avons posé la question à Adriana Alaçki, l'une des stars de la télévision culinaire, qui nous livre ses secrets et qui voudrait réveiller nos papilles grâce à un retour aux sources et à la cuisine traditionnelle. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est vendredi et selon la tradition macédonienne, on mange des haricots blancs. La recette du jour, un tafte gravce ou haricot poêlé, accompagné d'un mélange de poivrons rouges. Un plat végétarien qu'Adriana a choisi de concocter pour l'émission du jour. C'est le plat macédonien le plus connu. On dit aux étrangers qui viennent en Macédoine que s'ils n'ont pas goûté au tafte gravce, ils n'ont rien goûté. Cette recette a plus de 300 ans. Et c'est tout l'objet de cette émission quotidienne, faire revivre les recettes d'antan. Depuis son lancement en mai, le programme a déjà présenté plus de 100 recettes. Borjanka enregistre souvent l'émission pour la regarder avec sa mère et une amie. L'émission me rappelle vraiment mon enfance, quand ma grand-mère et ma mère cuisinaient ces recettes traditionnelles macédoniennes. Ces idées,
Adriana les tire d'un livre de recettes qu'elle a écrit, le premier consacré à la cuisine traditionnelle macédonienne. En Macédoine, à une époque, on ne trouvait pratiquement que des restaurants étrangers. Je n'ai rien contre, mais je ne me sentais pas à l'aise quand j'avais des amis étrangers qui venaient, qui voulaient goûter la cuisine du coin. Et pourtant, la cuisine macédonienne est réputée bien au-delà des Balkans. Pour enrichir ses recettes, Adriana est allée à la rencontre de cuisinières de tous les jours. Svetlana, par exemple, lui a donné quelques secrets de cuisine. Cette cuisine macédonienne est vraiment très diversifiée. Il y a des plats avec de la viande, mais aussi des plats végétariens, à cause de la tradition chrétienne du vendredi maigre. On utilise de l'ail, du persil, des poivrons frais ou séchés. Retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission. C'est mon moment préféré, quand je peux goûter ce que j'ai cuisiné. Après une petite heure au four, voici le fameux tafte gravče. Mais pour Adriana, la recette ne fait pas tout. Selon la tradition, on cuisine cette recette dans des plats en poterie, comme celui-ci. Et on le sert dans des assiettes comme celle-ci, avec des cuillères en bois. Fin de l'enregistrement, mais Adriana ne souhaite pas nous quitter sans un dernier message. Un bonjour spécial à tous les téléspectateurs de France 24. Je vous invite à venir découvrir la Macédoine. C'est ici que s'achève la première partie d'Europe District, devant la forteresse de Skopje. Nous disons au revoir aux Macédoniens et bientôt bonjour aux Albanais. Nous nous retrouvons en effet en seconde partie à Tirana, capitale de l'Albanie. Rendez-vous juste après la pause au Pays des Aigles.